Gabriel avait 12 ans quand il s'arrêta devant le lourd portail de fer de la Fazenda Santa Clara. Le soleil lui brûlait la nuque, la poussière collait à ses pieds, et son cœur battait si fort qu'il pensait que tout le monde devait l'entendre. Il avait parcouru ce chemin 100 fois dans sa tête, répété chaque scène, chaque réponse possible de l'homme derrière le portail. Mais maintenant qu'il était vraiment là, tout semblait différent, plus définitif. Quand les agents de sécurité le remarquèrent et le saisirent rudement par les bras, il n'eut pas peur. C'était comme s'il avait su que cela arriverait. Ce qui le frappa, ce n'était pas la dureté de leurs mains, mais la prise de conscience qu'il disparaîtrait à nouveau sans ces mots, pour toujours. « Je suis ton fils !» cria-t-il, la voix brisée, mais assez forte pour traverser toute la cour. « Je suis ton fils !» Les conversations s'éteignirent. Des hommes en chemise propre se retournèrent. Des femmes s'arrêtèrent. Sur la large véranda de la maison se tenait Enrique Monteiro, le maître des lieux, l'homme des journaux, l'homme des rêves de Gabriel. Son costume était impeccable, son visage calme, comme toujours. Mais quand il vit le garçon, quelque chose vacilla dans son regard, une brève fissure dans la façade. Gabriel se dégagea à moitié de l'emprise des agents de sécurité et sortit un papier froissé de sa poche. Ses mains tremblaient. « Tiens, dit-il d'une voix rauque, mon nom est ici. Gabriel Monteiro. Et ton nom est ici aussi. » Il déglutit. « Pourquoi ne veux-tu pas de moi ?» Un murmure parcourut la foule. Curiosité, pas compassion. Pour eux, c'était un spectacle, un écart par rapport à la routine. Pour Gabriel, c'était tout. Henrique sentit sa poitrine se serrer. Les yeux du garçon, il les connaissait. C'étaient les mêmes qu'il avait autrefois rencontrés dans le miroir, avant que la vie ne lui apprenne à détourner le regard. Pendant un instant, il ne vit pas la cour, ni sa femme, ni ses invités. Il ne vit que Rosangela et le fils qu'il n'aurait jamais dû avoir. « Papa, » dit Gabriel doucement, presque avec respect, « je savais que je te trouverais un jour. » Margaret descendit les marches, ses pas fermes, son regard froid. Elle regarda Gabriel comme s'il était quelque chose d'impur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla-t-elle. « Qui est cet enfant ?» Ricardo rit avec dédain, sans vraiment regarder le garçon. « Un théâtre de paysans, dit-il. Un tel individu veut se faire passer pour un autre ici. » Fernanda fit une grimace et se détourna, comme si la vue lui était embarrassante. « Il ment, » dit Ricardo plus fort. « Un bâtard de la campagne. » Le mot frappa Gabriel comme un coup. Bâtard. Il connaissait la faim, le froid, le manque. Mais ce mot était autre chose. Il le rabaissait devant tous les autres. Néanmoins, il releva le menton. « Je ne mens pas, » dit-il. « Je suis ton fils. » Henrique sentit les regards, ceux de sa femme, ceux de ses enfants, ceux des hommes avec qui il faisait des affaires, qui le respectaient tant que son monde restait ordonné. Il savait que cette seconde pouvait tout changer. Un seul mot aurait suffi, un pas vers le garçon, un aveu. Mais alors, il ne vit plus Gabriel. Il vit le scandale possible, la perte de son nom, la honte. Et la peur gagna. « Je ne connais pas ce garçon, » dit-il finalement. Sa voix était calme, presque neutre. Pour Gabriel, quelque chose se brisa à ce moment. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Mais, » balbutia-t-il, « mon nom, ta signature ?» Il brandit le papier, comme s'il pouvait forcer l'homme à dire la vérité. Margaret fit un geste de rejet. « Qu'on le mette dehors, » dit-elle sèchement, « avant que j'appelle la police. » Les agents de sécurité saisirent Gabriel plus fermement. Il se débattit, donna des coups, non par colère, mais par désespoir. « Je suis ton fils !» cria-t-il jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. « Pourquoi ne veux-tu pas de moi ?» Henrique se détourna. Il ne pouvait pas regarder le garçon sans se voir lui-même. Ses mains tremblaient, légèrement, mais il ne dit plus rien. Gabriel fut traîné à travers la cour. Ses pieds nus glissèrent sur la pierre fraîche qu'il foulait pour la première fois. Il entendit de légers rires, sentit les regards. Pour eux, c'était un bref moment de divertissement. Pour lui, c'était la fin d'un espoir.
Au portail, il se retourna une dernière fois. Des larmes coulaient sur son visage, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Du défi, de la dureté, une promesse. « Un jour, cria-t-il, vous devrez me regarder. Un jour, vous me respecterez. » Puis, le portail se referma. Plus tard, quand la nuit avait englouti la cour et que les invités étaient partis, Henrique resta seul sur la véranda. Sur le sol gisait un papier froissé. Il le ramassa, le lissa. Gabriel Montero. La vérité était clairement écrite, et pourtant plus difficile à porter que n'importe quel mensonge. Loin, dans une petite hutte de terre, Rosangela tenait son fils dans ses bras. Gabriel ne pleurait plus. Il était vide. « Pourquoi a-t-il dit ça ?» murmura-t-il. « Pourquoi a-t-il dit qu'il ne me connaissait pas ?» Rosangela lui caressa les cheveux. « Parfois, dit-elle doucement, les gens ont plus peur de tout perdre que de faire ce qui est juste. » Gabriel ne dit rien. Cette nuit-là, il perdit son père une deuxième fois et gagna autre chose. La décision silencieuse de ne plus jamais avoir à se justifier. Gabriel se réveillait chaque matin avant la première lumière. Le coq du voisin avait à peine chanté qu'il était déjà assis sur le bord de la maigre paillasse, fixant les murs de terre fissurés de la hutte. Chaque fissure lui était familière, chaque aspérité du sol, il la connaissait les yeux fermés. Cette maison était petite, pauvre, mais c'était tout ce qu'il avait. Rosangela bougeait doucement dans la pièce pour ne pas l'effrayer. Ses pas semblaient être fatigués, comme elle. Elle sentait la fumée, le café, le travail. « Lève-toi, mon fils », murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. « Je dois aller en ville tout de suite. Madame Marina attend. » Gabriel s'assit, se frotta les yeux. « Maman, » demanda-t-il doucement, comme il l'avait souvent fait, « pourquoi mon père ne vient-il jamais ?» Les mains de Rosangela se figèrent un instant. Elle avait vu venir cette question, bien avant que Gabriel ne puisse la prononcer. Chaque jour, il grandissait, et chaque jour, il devenait plus difficile d'envelopper la vérité dans de petites phrases inoffensives. « Il vit loin, » dit-elle finalement, comme toujours. « En ville. Il travaille beaucoup. » Gabriel hocha la tête, mais ses yeux ne la croyaient plus. C'étaient les mêmes yeux que ceux de l'homme des journaux, les yeux qui regardaient la caméra dans des costumes coûteux, des yeux qui ne le connaissaient pas ou faisaient semblant. Sous le lit, Gabriel gardait son trésor, de vieux journaux qu'il avait récupérés dans les poubelles de la petite boutique. Les pages étaient jaunies, les coins déchirés. Mais pour lui, c'étaient des fenêtres sur un autre monde. Il caressa une photo d'Henrique Monteiro, souriant, entouré de gens qui lui ressemblaient et pourtant si lointains. « Un jour, » murmura Gabriel, « je le rencontrerai. » À l'école, Gabriel était silencieux. Non pas qu'il n'ait rien à dire, mais parce qu'il avait appris très tôt que les mots ne changeaient rien. Il économisait chaque pièce, vendait son goûter, mettait l'argent dans une boîte vide sous le lit. « Pour la fête des pères », dit-il un jour, quand Rosangela demanda. Elle sourit, mais son regard était douloureux. La pauvreté n'était pas une douleur unique, mais une succession de petites humiliations. La casserole vide le soir, la lampe qui vacillait parce qu'il n'y avait plus de kérosène, le manteau qui ne tenait pas chaud en hiver. Mais Gabriel s'y habitua. Ce qui lui resta étranger, c'était l'absence d'un homme dont le nom était sur son papier, mais pas dans sa vie. Un après-midi, alors que la chaleur rendait l'air immobile, Gabriel chercha un crayon dans la vieille commode. Ses doigts butèrent sur autre chose, un document plié, caché au fond du tiroir. Son cœur commença à battre la chamade avant même qu'il ne sache pourquoi. C'était son acte de naissance. Il lut lentement, mot par mot. Gabriel Monteiro. Le nom le frappa comme un coup. Monteiro. Le même nom que l'homme des journaux. Le même nom que l'homme qui ne le connaissait pas. Sa respiration s'accéléra. Le papier tremblait dans ses mains. Ce n'était pas un rêve, pas un souhait. C'était noir sur blanc. Cette nuit-là, Gabriel dormit à peine. La hutte était silencieuse. Seul le vent soufflait à travers les fissures. Il fixa le plafond, tenant l'acte sous sa chemise, comme s'il était devenu une partie de son corps. Pour la première fois, son espoir avait une forme. Et pour la première fois, il devint dangereux. 4 ans passèrent.
Gabriel grandit, devint mince, nerveux, vigilant. À 12 ans, il n'était plus un enfant, du moins pas en lui-même. L'acte était toujours avec lui, plié, doux, à force d'être touché. Il savait que ce papier pouvait changer sa vie, ou la détruire. Un samedi matin, il était seul dans la hutte. Rosangela était déjà en ville. Gabriel enfila son meilleur pantalon, presque neuf, se peigna les cheveux avec de l'eau du bassin. Ses mains ne tremblaient pas. La décision était prise depuis longtemps. Aujourd'hui, dit-il doucement, je vais voir mon père. Le bus l'emmena loin, plus près d'un monde qu'il ne connaissait que de loin. Quand il descendit et vit le grand portail de la Fazenda Santa Clara, il ressentit de la peur, mais cela ne l'arrêta pas. Cela le poussa en avant. Ce qui se passa ensuite le marquerait toute sa vie. Mais à ce moment-là, avant d'atteindre le portail, Gabriel n'était qu'un garçon avec un papier dans sa poche et un espoir dans son cœur, plus grand que sa peur. Après ce jour au portail, plus rien ne fut comme avant. Le monde n'avait pas seulement rejeté Gabriel, il lui avait assigné une place, dehors, loin de tout ce qui comptait. Les jours suivants se déroulèrent en silence. Trop de silence. Dans la hutte, Rosangela parlait peu, comme si elle craignait que chaque mot ne rouvre la douleur. Gabriel travaillait, allait à l'école, mangeait, dormait. Tout fonctionnait. Rien ne se ressentait. Mais quelque part, loin de la hutte de terre, un autre homme commença aussi à mal dormir. Henrique Monteiro portait son costume comme toujours, s'asseyait aux longues tables, signait des contrats, parlait des récoltes et des prix. Personne ne remarqua qu'il s'arrêtait plus souvent, perdait son regard, comme s'il écoutait une voix que personne d'autre n'entendait. La nuit, il se levait souvent, allait dans son bureau et fermait la porte. Là, dans un tiroir, se trouvait quelque chose que personne ne connaissait, des photos, des images floues d'un garçon dans la cour de l'école. Un corps mince, des vêtements trop grands, des yeux bruns qui cherchaient. Henrique les avait prises de loin, cachées derrière des murs, des voitures, des arbres. C'était sa seule forme de proximité, une proximité lâche, mais sûre. « Comme tu as grandi », murmurait-il parfois. Puis il s'asseyait, la tête entre les mains, et se taisait. Il envoyait de l'argent, pas ouvertement, jamais avec un nom. Un compte qui n'existait pas officiellement. Des paniers de provisions déposés la nuit, sans expéditeur. Il appelait cela de la responsabilité. Mais au fond de lui, il savait que c'était un substitut, pour un courage qu'il n'avait jamais eu. Margaret remarqua les changements. Henrique était plus absent, plus dur, en même temps plus fragile. « Tu travailles trop », dit-elle un jour, sans le regarder. Henrique ne répondit pas. Il n'y avait jamais eu de proximité entre eux, seulement de l'habitude. Leur mariage était un bâtiment sans fondation, construit sur des attentes et des pressions. La vérité que personne ne connaissait le rongeait. Rosangela n'avait pas été qu'un souvenir. Elle avait été la seule femme qu'il ait jamais aimée. Quand elle était tombée enceinte, on lui avait retiré le choix. Mariage ou perte. Il s'était marié et avait perdu. Les années passèrent. Gabriel grandit. À 15 ans, père et fils se rencontraient même parfois dans la rue. Pas un mot ne fut prononcé. Gabriel le regardait comme si Henrique était de l'air. Cette indifférence frappait plus fort que n'importe quel reproche. Un après-midi, alors que la chaleur rendait l'air immobile, Henrique n'en put plus. Il enfila des vêtements simples, mit un chapeau et attendit devant l'école. Quand Gabriel sortit, il s'arrêta. Le temps sembla s'arrêter. « Gabriel, » dit Henrique doucement, « je dois te parler. » Le garçon le regarda. Pas de colère, pas de larmes, seulement de la froideur. « Vous n'êtes pas mon père, » dit-il calmement. « Vous l'avez dit vous-même. » Henrique essaya d'expliquer. Il parla d'erreurs, de peur, de ce qu'il avait fait en secret, de l'argent, de l'aide, de la protection. Gabriel écouta sans l'interrompre, puis il rit brièvement, amèrement. « En secret, dit-il. Tout ce qui vient de vous est secret. Savez-vous ce que cela signifie? Que vous avez honte. » Henrique fit un pas en avant. Gabriel recula. « Il est trop tard, » dit le garçon. « Je n'ai plus besoin de vous. » Il se retourna et partit. La poussière s'éleva. Henrique resta là, seul, et comprit que certaines pertes étaient définitives.
Cette nuit-là, il réécrivit son testament. Chaque phrase lui fut difficile, mais il continua d'écrire. S'il avait échoué dans la vie, au moins la mort devait dire la vérité. Quelques années plus tard, Enrique Monteiro mourut seul sur la véranda de sa maison. Une crise cardiaque, rapide, sans adieu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le grand homme était tombé. Gabriel l'apprit de l'extérieur. Il resta assis longtemps, immobile, comme si on lui avait coupé le souffle. Il n'alla pas à la maison, ni voir la famille. Aux funérailles, il se tint à distance, caché, et ne pleura pas l'homme qui était mort, mais le père qu'il n'avait jamais eu. 3 jours plus tard, la famille fut convoquée au bureau de l'avocat. Margaret et les enfants étaient sûrs de ce qui allait arriver. Des biens, des terres, du pouvoir. Gabriel reçut également un message, bref, factuel. Sa présence était requise. Il le lut 2 fois, puis il plia le papier et le mit de côté. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il savait que quelque chose de définitif était imminent. Le matin de l'ouverture du testament, un étrange silence planait sur la ville. Le soleil était haut, mais pour Gabriel, la journée semblait grise, lourde, comme s'il portait un poids invisible. Il enfila son pantalon propre, la chemise qu'il ne portait d'habitude que pour les rendez-vous importants à la coopérative. Il ne voulait pas se faire remarquer. Et pourtant, il savait qu'il le ferait. Le bureau du notaire sentait le papier et les vieux meubles. Margaret était déjà là, vêtue de noir, immobile comme une statue. À côté d'elle, Ricardo et Fernanda, tendus mais sur deux. Pour eux, ce rendez-vous était une formalité. Un dernier acte avant que la vie ne reprenne son cours habituel. Quand Gabriel entra dans la pièce, tout bruit cessa. Le regard de Margaret devint vif, presque paniqué. Ricardo tordit la bouche. Fernanda baissa brièvement la tête, comme si elle avait honte ou comme si elle ne voulait rien voir. « Pourquoi est-il ici » siffla Margaret. L'avocat se racla la gorge. « Sur la demande expresse du défunt, sans Monsieur Gabriel Monteiro, je ne peux pas commencer. » Gabriel s'assit sur la chaise au bord. Il se sentait déplacé, comme à l'époque à la ferme. Mais cette fois, il resta assis. Il n'était plus le garçon qu'on pouvait chasser. L'avocat ouvrit le dossier. Sa voix était calme, presque solennelle. Des mots remplissaient la pièce, des paragraphes, des formules. Margaret attendait seulement son nom. Ricardo tambourinait impatiemment des doigts. Puis vint la phrase qui changea tout. « J'institue mon fils Gabriel Monteiro comme mon héritier universel. » Silence. Un silence qui ne respirait pas. Margaret cligna des yeux. « Qu'avez-vous dit » Ricardo se leva d'un bond. « C'est impossible. » Fernanda laissa échapper un son étouffé. Gabriel était assis là, incapable de réagir. Les mots rebondissaient contre lui sans pénétrer. Il cherchait une erreur, un malentendu. Mais l'avocat continua de lire. Des terres, des maisons, des comptes, tout. Il y a aussi une lettre personnelle, dit l'avocat finalement, dépliant une feuille de papier. L'écriture d'Henrik était claire, ferme, comme celle de quelqu'un qui savait qu'il n'avait plus le temps. « Gabriel, mon fils, pardonne-moi d'avoir été trop lâche pour te reconnaître de mon vivant. Tu es le seul enfant né d'amour que j'ai jamais eu. Tout le reste n'était que devoir, pas cœur. » Margaret s'effondra sur elle-même. Ricardo fixa Gabriel, comme s'il voyait un étranger. Fernanda pleura silencieusement. Gabriel n'écouta presque plus. Dans sa tête, il y avait un bourdonnement. Son père l'avait reconnu, seulement dans la mort. La justice venait, mais elle venait trop tard pour tout ce qui avait vraiment compté. Quand ils quittèrent le bureau, plus rien ne fut comme avant. Le pouvoir avait changé de camp, non par la force, mais par un document. Dans les jours qui suivirent, Gabriel emménagea dans la maison qui lui avait autrefois été refusée. Le portail s'ouvrait désormais sans bruit. Zé, le vieil ouvrier, enleva son chapeau. « Bon dia, patron » dit-il avec respect. Gabriel hocha la tête. Le titre lui semblait étranger. Margaret fit ses valises. La femme qui l'avait autrefois chassé se tenait maintenant devant lui, sans protection. « Je n'ai plus de maison » dit-elle doucement. Gabriel la regarda longuement. Il aurait pu la chasser. Mais il ne le fit pas. « Vous aurez une petite maison dans le village » dit-il calmement. « Et un soutien simple, rien de plus. » Ricardo demanda du travail. Gabriel l'envoya à l'étable. Fernanda demanda à poursuivre ses études.
Gabriel l'autorisa, sous condition. Mais ensuite vint l'appel de l'avocat. Un coffre-fort, une clé, des documents qu'Henrik avait cachés. Quand Gabriel ouvrit le coffre-fort, tout changea une deuxième fois. Des enregistrements audio, des lettres, des preuves. La voix de Margaret, froide, calculatrice. Des mots sur le poison, sur Rosangela, sur une mort lente. Les genoux de Gabriel cédèrent. Sa mère n'avait pas été malade, elle avait été assassinée. D'autres enregistrements, la voix de Ricardo, un ordre, un accident qui ne devait pas en être un, la voix de Fernanda, des mensonges, délibérément semés. Gabriel écouta tout, une fois, deux fois, puis il resta simplement assis, figé, vide. La vérité était pire que toute imagination. Il avait maintenant du pouvoir, plus que jamais. Il pouvait les détruire, les dénoncer, les rendre publics, les anéantir. Cette nuit-là, il était seul sur la véranda. Le vent caressait la campagne. Il pensa à sa mère, à sa voix, à son calme. Au matin, il les appela tous. « Je connais maintenant la vérité », dit-il calmement. Tout. Margaret s'effondra. Ricardo pleura. Fernanda sanglota. Gabriel les écouta. Puis il prononça la phrase qui les laissa tous figés. « Je ne vous détruirai pas, mais vous paierez. Pas avec de l'argent, avec du travail, avec humilité, avec une vie au service de ce qu'ils avaient détruit. Ce n'était pas un pardon, c'était un chemin. » Et pour la première fois, Gabriel ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, le contrôle de son propre destin. Après cette nuit, la vie de Gabriel ne changea pas brusquement, mais silencieusement. Le pouvoir ne ressemblait pas à un triomphe. Il pesait lourd, surtout quand il était né de la douleur. Il laissa les documents dans le coffre-fort, le referma, comme s'il devait d'abord apprendre à porter la vérité avant de pouvoir l'utiliser. Il continua de travailler comme avant, se lever tôt, de longues journées, prendre des décisions, assumer des responsabilités. La coopérative grandit, non par le bruit, mais par la confiance. De petits agriculteurs s'y joignirent, parce que Gabriel écoutait. Il connaissait leur fatigue, leur peur, leur dignité. Il ne promettait rien qu'il ne pouvait tenir. C'est précisément ce qui faisait la différence. Ricardo commença à l'étable. Les premiers jours, il parlait à peine. Ses mains étaient étrangement raides, son dos lui faisait mal. Gabriel l'observait de loin. Pas de moquerie, pas de satisfaction, juste de la conséquence. Quand Ricardo se plaignait, Gabriel répondait calmement. « Tu es en train d'apprendre ce que signifie le travail. » Fernanda travaillait et étudiait. Pour la première fois, elle se levait le matin sans chauffeur, sans protection. En ville, elle rencontra des gens qu'elle avait auparavant ignorés, des enfants qui ne savaient pas lire, des familles sans voix. Lentement, elle commença à comprendre la valeur de son savoir, s'il ne servait pas qu'à elle-même. Margaret vivait dans la petite maison à la lisière du village. Pas de luxe, pas de public. Elle commença à se briser en silence, non pas par la pauvreté, mais par le souvenir. Gabriel la rencontrait rarement. Quand ils se voyaient, il n'y avait plus de dureté, mais pas non plus de proximité, seulement de la distance. Un soir, Gabriel ouvrit de nouveau le coffre-fort. Il écouta les enregistrements une fois de plus, cette fois plus calmement. La colère n'avait pas disparu, mais elle ne le dominait plus. Dans les mots de sa mère, qu'il trouva dans de vieilles lettres, il y avait autre chose, une fatigue sans amertume, une bonté sans naïveté. Il prit une décision. Gabriel ne fit pas disparaître les preuves, mais il ne les rendit pas publiques non plus. Au lieu de cela, il posa des conditions. Claires, irréversibles. Ceux qui voulaient rester devaient servir. Ceux qui échouaient rencontreraient la justice. Sans drame, sans menace. Les mois passèrent. Le changement ne se manifesta pas par de grands gestes, mais par de petits déplacements. Ricardo devint plus silencieux, plus attentif. Fernanda apprit à écouter. Margaret travailla avec des enfants, d'abord maladroitement, puis avec plus de patience. Gabriel lui-même resta seul. Il dormait peu, réfléchissait beaucoup. Parfois, il se demandait s'il avait vraiment pardonné ou s'il avait seulement appris à contrôler la haine. La réponse ne vint pas immédiatement. Il commença à accueillir des enfants, non par pitié, mais par conviction. Il construisait quelque chose de plus grand que lui, un lieu où l'origine n'avait pas d'importance, où personne n'avait besoin de demander de la reconnaissance. Un jour, il se tint devant la tombe de sa mère.
Plus de colère, plus de questions, juste le silence. J'ai essayé d'agir correctement, dit-il doucement. J'espère que cela suffit. Le vent agitait l'herbe. Aucune réponse ne vint. Mais pour la première fois, le silence ne lui sembla pas vide. Gabriel savait maintenant que la justice n'avait pas besoin d'être bruyante, que le pouvoir n'avait pas besoin de détruire, et que son histoire ne se terminait pas là où elle avait commencé, au portail. La mort d'Henrique Monteiro ne commença à produire ses effets que lorsque le silence s'installa. Plus de pas sur la véranda, plus de lumière nocturne dans le bureau. La maison était grande, mais vide. Gabriel traversait souvent les pièces sans rien toucher. Il ne cherchait pas la proximité avec ce lieu. Il cherchait la compréhension. Les funérailles furent grandioses, trop grandioses. Des gens vinrent qui avaient respecté Henrique, non aimé. Des discours furent prononcés, des mains serrées, des larmes montrées qui séchèrent rapidement. Gabriel se tenait à l'écart, derrière une vieille pierre tombale. Il ne pleurait pas l'homme qui était mort, mais la conversation qui n'avait jamais eu lieu. 3 jours plus tard, ils étaient de nouveau assis ensemble. Cette fois sans avocat, sans témoin. Seulement la vérité, lourde comme le plomb. Gabriel posa les preuves sur la table. Pas toutes, juste assez. Margaret comprit la première. Son visage perdit toute couleur. Elle s'assit, comme si ses jambes l'avaient relâché. Ricardo fixa les documents, comme s'ils pouvaient disparaître s'il détournait le regard assez longtemps. Fernanda commença à trembler avant même d'entendre sa propre voix. Gabriel parla calmement. Pas d'accusation, pas d'insulte. Il décrivit simplement ce qui s'était passé. Lentement, clairement. Chaque mensonge, chaque acte, chaque décision. Quand il eut fini, la pièce était vide de mots. « Vous avez tué ma mère », dit-il finalement. « Et vous avez essayé de me détruire. » Personne ne contredit. Le pouvoir lui appartenait entièrement. Un appel aurait suffi. Une publication. Tout se serait effondré. Gabriel le sentit, et c'est précisément pour cela qu'il hésita. Cette nuit-là, il ouvrit un vieux carnet. C'était le journal de sa mère. Les pages sentaient le temps. Son écriture était calme, presque réconfortante. Elle écrivait sur la peur, mais aussi sur l'espoir, sur le désir que son fils ne devienne pas dur. Gabriel lut jusqu'au matin. Le lendemain, il prit sa décision. « Je ne vous livrerai pas à la police, dit-il. Pas aujourd'hui. » Leurs regards se levèrent. Espoir, mal compris. « Mais vous avouerez la vérité, publiquement, et vous servirez. Pas moi, ceux que vous avez toujours ignorés. » Margaret pleura. Ricardo hocha la tête silencieusement. Fernanda serra les lèvres. Ce n'était pas un acte de grâce. C'était une dernière chance. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Aveux, mépris de la ville, travail sans reconnaissance. Chaque pas était une descente, et peut-être précisément pour cela nécessaire. Gabriel observait tout à distance. Il n'intervenait pas. Il continuait de diriger, de construire, de planifier. Sa vie n'était plus faite de réaction, mais de direction. Un soir, il se tint de nouveau seul sur la véranda. Le ciel était clair. Il pensa à sa mère, à son père, à l'enfant qui avait crié au portail. Pour la première fois, il ne ressentit plus de colère. Seulement de la responsabilité. Le temps commença à s'écouler différemment. Non pas plus vite, ni plus lentement, mais plus clairement. Ce qui était autrefois maintenu par la peur et les secrets se décomposa maintenant en simple routine. Travail, obligation, conséquences. Ricardo se levait tous les matins avant le lever du soleil. Ses mains étaient douloureuses, son dos lui faisait mal. Il apprit à accepter les ordres au lieu de les donner. Personne ne le traitait comme le fils d'un colonel. Il était un ouvrier parmi d'autres. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une fatigue honnête. Fernanda naviguait entre études et travail. Dans les salles de classe où elle enseignait aux enfants, elle entendait des histoires qu'elle n'avait jamais entendues. La faim, la violence, le désespoir. Son savoir prit de l'importance parce qu'il était nécessaire. Le soir, elle rentrait épuisée,
plus silencieuse qu'avant. Margaret travaillait en secret. Pas d'applaudissements, pas de compassion. Des enfants qui ne savaient rien de son passé prenaient ses mains sans méfiance. Au début, elle était maladroite, puis plus patiente. La culpabilité ne disparut pas, mais elle changea. Elle devint plus lourde et plus honnête. Gabriel gardait ses distances, non par froideur, mais par clarté. Il savait que la proximité aurait été fausse maintenant. Diriger ne signifiait pas réconciliation. Pas encore. Il n'investit pas l'héritage dans le luxe. Il construisit des structures, des écoles, des programmes, un avenir qui ne reposait pas sur la dépendance. Les gens le suivaient non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il agissait avec justice. Parfois, il se demandait si son père aurait compris cela, si Henrique aurait été fier. La question resta ouverte et perdit lentement de son importance. Un soir, Gabriel était seul dans le bureau. Il regarda une vieille photo, sa mère, jeune, fatiguée, mais souriante. Il la remit en place. Le passé n'était plus un endroit où il devait retourner. Ce qui comptait, c'était ce qui restait. 5 années passèrent sans que Gabriel ne les compte consciemment. Les changements ne vinrent pas comme des miracles, mais comme le résultat de la répétition. Chaque jour, la même attitude, la même limite, la même mesure. Sur la terre qui signifiait autrefois seulement le pouvoir, quelque chose d'autre vit le jour. Des enfants couraient entre les bâtiments, apprenaient à lire, jouaient, riaient. Ils venaient de familles sans nom, sans protection. Gabriel les avait accueillis, non pour combler un vide, mais pour poursuivre une direction. Il ne devint pas pour eux un bienfaiteur, mais un point fixe, quelqu'un qui restait. « Papa Gabriel », dirent-ils un matin sans pathos, sans intention. Le mot le frappa inopinément. Il ne les corrigea pas. Margaret avait vieilli, pas seulement en années. Sur son visage, il n'y avait plus d'arrogance, seulement de la concentration. Elle travaillait, se taisait, supportait. Parfois, Gabriel la voyait parler aux enfants, calmement, attentivement. Il savait que rien de ce qui s'était passé n'était annulé, mais quelque chose avait cessé de se répéter. Ricardo dirigeait maintenant des travaux simples. Il parlait peu, travaillait beaucoup. Fernanda utilisait son savoir pour les autres, sans en parler. Aucun d'entre eux ne demanda de proximité. Aucun d'eux ne la reçut en cadeau. Mais ils fonctionnaient, et peut-être que cela suffisait. Un après-midi tardif, Gabriel se rendit seul au cimetière. 2 noms figuraient sur une simple pierre. Henrique et Rosangela. Il ne déposa pas de fleurs. Il resta juste debout. « J'ai essayé de ne pas devenir comme vous », dit-il doucement. Cela ne sonnait pas comme un reproche, plutôt comme une constatation. Quand il partit, il n'y avait plus de poids sur sa poitrine, plus de compte en suspens. Seulement le souvenir. Le soir, il était assis avec les enfants dans la cour. Des voix, du mouvement, de la vie. Il les regarda et comprit que la famille ne commence pas là où le sang coule, mais là où la responsabilité est assumée. L'histoire, qui avait commencé par un portail fermé, ne se termina pas par la possession, mais par l'ordre. Non par la vengeance, mais par la direction. Gabriel n'avait rien gagné qu'il ne pouvait porter, et tout gardé ce qui comptait.